êtes sur TV5 Monde, bienvenue dans Kiosque, votre rendez-vous de la presse internationale et francophone, une édition spéciale consacrée à la série d'attaques à Paris. Paris en état de siège vendredi soir, Paris sous état d'urgence, Paris en état de choc. Des attentats suicides pour la première fois en France avec des attaques dans 6 lieux de la capitale française, des attaques revendiquées par le groupe État islamique. Un acte de guerre selon le président François Hollande, le président français. La France est-elle en guerre sur son propre sol? Comment assurer la sécurité du pays? Est-on entré dans une nouvelle ère du terrorisme ce week-end? Plusieurs pays ont renforcé leurs mesures de sécurité. L'Europe est sur ses gardes. Comment coordonner la lutte internationale contre le terrorisme? Et enfin, cette question, dans quelle société vont vivre les Français dorénavant? Beaucoup de questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui avec nos kiosqueurs. Pierre Aski, cofondateur du site d'information Rue 89. Après des débuts à l'agence France Presse, vous rejoignez le quotidien français Libération, où vous effectuez une grande partie de votre carrière. Merci d'être avec nous. Merci à vous aussi, Richard Verly, correspondant à Paris pour le quotidien suisse Le Temps, qui sort une édition dominicale exceptionnelle aujourd'hui. Je signale également que vous étiez en début de semaine à Dakar pour le forum sur la paix et la sécurité. Nasser Ketan, président de Beurre FM, merci à vous aussi. Vous êtes médecin, mais en parallèle à vos études, vous cofondez en 80 Radio Beurre, une radio libre associative. Vous lancez ensuite le premier réseau national de radio Beurre FM. Vous venez d'être nommé au Conseil économique, social et environnemental, l'Assemblée consultative de la République française. Merci à vous également. Et enfin, Marie-Roger Biloa, directrice du groupe Africa International. Africa International, magazine panafricain francophone créé à la fin des années 50 au Sénégal. Vous rentrez-vous du sommet Europe-Afrique de Malte sur l'immigration. Alors, ces attaques font la une de l'actualité ce week-end sur les 5 continents. Nous irons à Beyrouth, la capitale libanaise, elle aussi frappée par l'État islamique cette semaine, à Bruxelles où se déroule une partie de l'enquête, et puis à New York et Montréal où se pose la question de l'intervention militaire aujourd'hui en Syrie et en Irak. Le deuil national a donc démarré ce dimanche, aujourd'hui en France, et pour 3 jours, je vous propose pour commencer de revoir le film de ces quelques heures qualifié de cauchemar éveillé, comme le titrait hier samedi le journal Le Monde. Tout commence ici au Stade de France, en plein match France-Allemagne auquel assiste François Hollande. Peu après 21h, une première explosion retentit. 2 autres suivent. Au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Une fusillade éclate sur la terrasse bondée du restaurant Le Petit Cambodge. La soirée était exceptionnellement douce. Elle se termine dans le sang. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. L'attaque la plus sanglante est celle du Bataclan, la salle de concert. Ces images, prises par un journaliste du journal Le Monde, peuvent choquer. Un conseil des ministres exceptionnel est convoqué à minuit à l'Élysée. Les rôles de chacun sont définis. Puis le chef de l'État décide de se rendre au Bataclan. Ils doivent être certains qu'il y aura en face d'eux une France déterminée, une France unie, une France rassemblée et une France qui ne se laissera pas impressionner, même si aujourd'hui elle exprime une émotion infinie. Des bougies, des fleurs, quelques mots sur un papier. Partout, le choc est immense. Et l'émotion à fleur de peau. Richard Verly, vous avez signé un papier pour votre quotidien Le Temps. Vous avez sillonné la capitale dans la nuit de vendredi à samedi. Racontez-nous. Oui, effectivement, je suis parti dès que les événements ont eu lieu. Il se trouve que j'étais à proximité notamment du restaurant Le Petit Cambodge. On n'avait rien entendu puisque nous étions à dîner. Je suis descendu immédiatement et après avoir vu que les policiers nous bloquaient à cet endroit-là, parce qu'il y avait déjà les policiers, je suis parti sur le scooter et j'ai fait jusqu'à peu près 2-3 heures du matin tous les lieux. Je crois que les scènes étaient vraiment complètement stupéfiantes. Et notamment, moi, celle que j'ai en mémoire, c'est pas le Bataclan, parce que je me suis pas approché du Bataclan à ce moment-là, mais c'était boulevard Beaumarchais, où on pensait qu'une attaque avait lieu. Donc les policiers étaient déployés devant le cirque d'hiver parce qu'ils pensaient que le cirque d'hiver était abrité des terroristes éventuels. Et vous aviez sur le boulevard Beaumarchais des policiers en train, armes dégainées, qui occupaient l'ensemble du boulevard, qui étaient prêts à faire feu sur les façades. Et là, véritablement, vous sentiez que la capitale était saisie d'effroi et que les forces de police aussi étaient saisies d'effroi parce qu'à ce moment précis, je pense qu'elles ne savaient pas où étaient les terroristes et elles ne savaient pas quelle ampleur allaient prendre ces attaques. Alors, des attentats
attentats choquants, des attentats redoutés, mais des attentats auxquels il fallait s'attendre, Pierre Aski? Oui, il y a eu plusieurs personnes, notamment le juge Trévidic qui s'occupait des dossiers antiterroristes au parquet jusqu'à septembre, des experts du terrorisme et du Moyen-Orient qui avaient prévenu qu'il y aurait quelque chose de gros, d'important, de spectaculaire. Et pourtant, je pense que la plupart des citoyens, malgré la répétition d'un certain nombre d'actes, ont cru qu'après Charlie, on allait retrouver un rythme plus normal et une sorte de normalité, que Charlie avait un caractère un peu exceptionnel qui était la vengeance contre les caricatures du prophète et qu'après on pourrait passer à autre chose. Tout le monde a été en état de choc en janvier, mais cet état de choc a disparu. Et là, c'est pour ça que je pense qu'il y a eu un choc encore plus profond cette fois-ci, c'est que non seulement la plupart des gens s'étaient un peu endormis par rapport à cette menace, et deuxièmement, la cible, un stade de foot, une salle de concert, des gens qui dînent à la terrasse de restaurants, c'est-à-dire tout le monde, tous les Français peuvent être une cible dans des cas comme ça. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce type d'attaque se répète? Nasser Ketan, peut-être? Oui, mais moi je crois qu'il n'y a aucune raison que ça ne se reproduise pas. Je crois qu'on assiste à une spirale du terrorisme. Tant qu'on n'aura pas en amont asséché ces causes sont connues. Il y a d'abord l'urgence. L'urgence, c'est d'éradiquer, en tout cas, cette organisation. Je crois que les troupes au sol maintenant sont obligatoires. Je crois que sur le plan international, je crois qu'on... Parce que je vois que vous n'êtes pas d'accord, Pierre Aski. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Je pense qu'il va y avoir du lest qui va être lâché du côté des Iraniens, du côté des Kurdes, du côté des Russes. Si on reste à Paris, en Europe, est-ce qu'il faut maintenant s'attendre à ce que ce type d'attaque se répète? Est-ce qu'il faut s'y préparer? Moi, je crois qu'il faut être vigilant. Je crois que on va assister à une spirale du terrorisme, et je crois qu'il faut redouter d'autres attaques, bien sûr. Marie-Roger Biloa, pourquoi ces attentats maintenant? Comment vous l'analysez? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu déjouer ceci. Mais sinon, ça fait longtemps que les terroristes essayent de frapper la France, et c'est vrai qu'on ne parle pas des attentats déjoués de temps en temps, mais on en déjoue pas mal. Mais ça me rappelle les terroristes nord-irlandais qui disaient disait au gouvernement britannique, vous avez besoin d'avoir de la chance tout le temps. Nous, une seule fois suffit. Et donc c'est toujours ça avec les terroristes. C'est-à-dire on a beau faire ce qu'on peut, on ne peut pas empêcher complètement les attaques terroristes. Ça, ce n'est pas possible. On peut seulement essayer de les rendre plus difficiles ou plus rares. Mais évidemment, comme on l'a dit, il faut d'abord toujours remonter aux sources si on veut en finir totalement. Alors ces attaques ont une répercussion à travers le monde entier, un élan de solidarité à travers la planète. Vous allez le voir, des monuments ont pris les couleurs de la France, bleu, blanc, rouge. Attaquer la France, c'est un symbole fort encore aujourd'hui, Nasser Ketan? Bien sûr, la France dans le monde, c'est un symbole. Beaucoup de révolutions se sont faites au nom de la France. C'est la France des droits de l'homme. Je vous rappelle une anecdote, mais le mouvement national algérien, la révolution algérienne, est née dans l'immigration algérienne, les ouvriers algériens au contact des ouvriers français. Donc la France, elle est porteuse de ces valeurs de libération, de démocratie. Et la France est un pays laïque. C'est le pays où on peut exercer son culte, où on peut croire ou ne pas croire. C'est un pays qui est érigé en modèle d'éthique et de liberté dans le monde. Donc quand on touche à la France, on touche à la liberté, aux droits de l'homme, à la citoyenneté. Donc bien sûr que le monde entier s'émeut parce que la France, quelque part, c'est le monde et Paris incarne la France, car Paris est une ville-monde. D'ailleurs, dans les victimes de tous les attentats, de nombreux étrangers, des gens de différentes nationalités. Donc bien sûr que là où on fait mal à Paris, on fait mal au monde, c'est clair. C'est la stratégie de la terreur. Oui, je suis assez d'accord avec ça, que la France a une situation particulière, même si on entend aussi de temps en temps dans les pays en développement, en particulier en Afrique, déplorer la différence de traitement des actes terroristes. C'est vrai qu'un acte, je sais pas, 20 morts ou 30 morts au nord du Cameroun par Boko Haram, ça ne suscite pas la même émotion, etc. Mais
indépendamment du fait que plus un pays est important ou plus il est en paix, plus les actes terroristes sont remarquables, c'est vrai, c'est là que je le rejoins, que la France est particulier. Il y a quelque chose de particulier lorsqu'on touche à tout ce qui est mode de vie, façon de penser, voilà, ce type de société dont la France est, j'allais dire, une représentante très en pointe. Quand même. Alors, l'enquête se poursuit, on est dimanche, on est un peu plus de 36 heures après ces attaques. Cette enquête se poursuit, elle s'est concentrée samedi sur la Belgique. On retrouve tout de suite à Bruxelles notre consoeur de la RTBF, Esmeralda Laby. Esmeralda Laby, bonjour, merci d'être avec nous. La piste belge donc semble se matérialisé. Plusieurs personnes ont été arrêtées hier lors d'une vaste opération de police dans la communauté bruxelloise de Molenbeek, où vous vivez. Oui, c'est vrai, c'est ma commune. En fait, le communiqué officiel du parquet fédéral vient de tomber. Il n'y a pas eu de point presse officiel. Ils ne sont pas obligés d'ailleurs de communiquer avec la presse. Mais il y a effectivement un petit communiqué qui nous dit, voilà, 2 des assaillants des attentats de Paris venaient de Belgique et venaient effectivement de Molenbeek. On sait hier soir qu'il y a eu des perquisitions, notamment 5 arrestations, pas 3 comme on pensait au début. Parmi ces arrestations, on parle de 2 Français. Le reste belge, mais c'est à confirmer. On s'intéresse aussi beaucoup à des voitures louées, qui auraient été louées chez nous pour partir à Paris ou pour servir aux attentats. Mais là, le parquet fédéral est extrêmement prudent. On sait que l'un des loueurs de ces véhicules était connu des services de police. Alors, connu pourquoi? Selon certaines sources, on parle de stupéfiants, de coups aux blessures, de détention d'armes. Je voudrais peut-être revenir un moment sur ces perquisitions pour vous faire comprendre un peu le climat à Molenbeek, qui est pourtant une commune très chouette où on peut vivre vraiment paisiblement. Hier soir, un collègue photographe couvrait l'événement. Il a été agressé, on lui a cassé son appareil photo. Une femme l'a giflé en le traitant de traître. Il faut savoir que ce jeune photographe est d'origine maghrébine, la population dans la rue aussi. Il a décidé de porter plainte parce qu'il a dit c'est pas possible, cette population dit qu'elle est victime, mais elle agit contre moi et contre d'autres en tant que bourreau. Beaucoup de collègues m'ont dit que Molenbeek était sous tension, que la population était sous tension. Non, moi je pense que la population, elle est plutôt stigmatisée, elle en a assez d'être stigmatisée. C'est vrai que chaque fois qu'on parle de Molenbeek, c'est pour parler de djihadisme, de radicalisme. Et ça exaspère les gens, vraiment. Oui. Alors, le fait est que c'est avéré la Belgique et qu'il y a des foyers djihadistes en Belgique. Pour certains, c'est aujourd'hui même un avant-poste du djihadisme en Europe. Oui, j'ai lu ça dans la presse française et aussi certains collègues belges ont parlé de base arrière du djihad. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste du djihad, je peux juste vous dire qu'en tant que résidente à Molenbeek et pour vivre cette situation, je ne pense pas que ce soit une base arrière du djihad, mais clairement, il y a un terreau fertile et le maire de la commune de Molenbeek le reconnaît. Pourquoi? Parce que c'est une population extrêmement métissés, mais il y a certains quartiers de Molenbeek qui sont des ghettos, on peut le dire, avec une population d'origine maghrébine à plus de 80%, des gens parfois très pauvres qui n'ont pas accès à la culture, à différents services, qui se replient sur eux-mêmes, et donc forcément il y a un terreau fertile pour des recruteurs, des prédicateurs. Est-ce que c'est nouveau? Eh bien non, je pourrais vous citer une longue liste de terroristes, entre guillemets, qui sont passés par Molenbeek. Ça commence par les assassins du commandant Massoud en Afghanistan, 2 des cerveaux des attentats de Madrid en 2004, Mehdi Nemmouche qui a attaqué le musée juif de Bruxelles est passé par Molenbeek, Hamedi Koulibaly pour le haut lendemain de Charlie Hebdo était venu chercher ses armes ici à Molenbeek, l'auteur de l'attentat du Thalys. Donc oui, il y a un terreau et donc il faut agir. Comment? Eh bien au niveau local, et ça c'est déjà en train de le faire, on a des agents de prévention, on a des policiers qui sont formés, mais ce n'est pas suffisant. Voilà pourquoi notre ministre de l'Intérieur a déclaré hier qu'il allait s'en occuper personnellement. En France, vous avez eu un ministre de l'Intérieur qui disait qu'il fallait nettoyer au Karcher. Ici, on ne va pas nettoyer, on n'utilise pas ce terme, mais on sait qu'il va y avoir des moyens supplémentaires parce qu'on sait exactement où se trouvent ces failles. Est-ce que ça peut se faire en une fraction de seconde, en quelques mois? Je ne pense pas parce que ça remonte à des années. Il faut savoir qu'entre 1970 et 2000, la population de Molenbeek, et notamment la population immigrée, a quadruplé et que le maire le reconnaît très bien. Peut-être a-t-on laissé un peu trop faire les choses. On n'a peut-être pas assez expliqué à ces gens qu'ils avaient des droits, mais aussi des devoirs. Merci beaucoup Esmeralda Laby pour cette analyse depuis Bruxelles. Je me tourne vers vous Nasser Ketan. Il y a 2 choses qu'on retient dans ce que vient de nous dire Esmeralda. Il y en a une, c'est le risque de stigmatisation des Maghrébins, des musulmans. C'est tout à fait clair. Et je veux dire, le témoignage de votre correspondante, moi, il me saisit d'effroi. Je veux dire qu'on ne peut pas assimiler
des habitants, une communauté, des Belges ou des Français de confession musulmane, à du terrorisme. Rappelez-vous que tous ces gens qui ont instigé les attentats, ce sont des droits communs, ce sont des voyous, ce sont des gens qui sont partis en prison. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Et d'ailleurs, le monde musulman en entier, tous les pays musulmans sont effarés. Ces gens-là ne se battent pas au nom de l'islam. L'islam est étranger à tout ça. Ce sont des instrumentalisations, ce sont des bandits, ce sont des voleurs, des repris de justice qui sont instrumentalisés dans tel ou tel endroit. Mais dire que on va travailler en direction des quartiers, etc., donc là où il y a des communautés, des terreaux, etc., c'est très, très grave. Et je pense qu'on y reviendra concernant la France. Ce qui guette la France, ce qui guette l'Europe, c'est la fracture, c'est la stigmatisation, c'est la division. Et là, dans les mois qui viennent, il faut vraiment s'employer à ce que la cohésion sociale, à ce que la République soit avant tout le moteur de tous les gens, de tous les amoureux de la démocratie. Et je crois que là, son témoignage est vraiment parle de lui-même, quoi. C'est ce que cherche l'État islamique, dans le fond, si vous lisez leur communauté, c'est diviser, c'est la guerre civile en France. Moi, je pense que c'est exactement ça, c'est-à-dire le piège dans lequel ils veulent nous conduire, et ils y arrivent d'une certaine manière en multipliant ces coups de butoir sur la société française, c'est de nous emmener dans la division, dans la stigmatisation, voire plus dans la guerre civile, parce que il y a eu un incident aujourd'hui en France où, à l'issue d'une manifestation d'extrême droite, des gens s'en sont pris à un Maghrébin qui passait dans la rue et qui l'ont roué de coups en promettant qu'on allait tous les tuer, etc. C'est un incident extrêmement isolé de la part d'un groupe très motivé idéologiquement, mais si ce type d'attentat se multiplie, l'espoir des terroristes, c'est évidemment que ça prenne une ampleur plus grande à travers le territoire et qu'on monte les Français les uns contre les autres avec un clivage religieux confessionnel. Et ça, c'est le piège absolu. Oui, d'ailleurs, dans les images que vous montrez, mais comme nous tous, la presse, on a montré énormément d'images du recueillement, les bougies, place de la République, des spectacles qu'on avait d'ailleurs vus au moment des attentats contre Charlie Hebdo. Mais pour avoir fait plusieurs de ces lieux, la colère est très très forte. Et il y a de la colère. Par exemple, moi j'ai été très frappé, j'étais à côté de la rue Fédherbe, où a eu lieu l'une des fusillades, je crois qu'il s'est soldé par 19 morts. La maire de Paris, Anne Hidalgo, venait à ce moment-là rendre visite, enfin elle était sur les lieux, protégée par la police, et plusieurs résidents véritablement ont scandé des mots sur « vous ne faites rien, vous laissez la ville aux Arabes », etc. C'était tout à fait... Là, c'était pas un défilé d'extrême droite, c'était une visite de la maire de Paris sur les lieux. Donc je crois qu'il faut aussi qu'on ait le courage et l'objectivité de reconnaître que le recueillement est une réalité, l'unité est une réalité, mais la colère est là et qu'il va falloir que l'État la jugule, cette colère, parce que la colère peut être porteuse de graves fractures, comme vous disiez. Une autre chose quand même que je trouve inquiétante également dans ce qui apparaît sur Molenbeek, c'est que vous avez aussi un risque de soumission. Parce qu'à travers cette démonstration de violence, semble-t-il, on va en savoir plus avec l'enquête, extrêmement organisée, extrêmement orchestrée, donc 3 équipes, différents lieux, etc., c'est un message évidemment de guerre ou en tout cas de confrontation forte adressée à la France, mais c'est aussi un message adressé aux populations, aux civils. Soumettez-vous parce que nous sommes forts. Soumettez-vous parce que nous pouvons vous frapper. Et ça, je crois qu'il faut vraiment s'inquiéter de cela, notamment auprès de populations musulmanes qui peuvent être, je dirais, prises par cette violence et sur laquelle cette violence s'exerce peut-être même davantage que sur les autres segments de la population. Alors, puisqu'on parle d'objectivité, il faut aussi avoir l'objectivité de reconnaître que ces terroristes ont frappé tout le monde. Il y avait peut-être, je sais pas, j'avais pas dit plus de musulmans qu'on n'en sait rien. Au Bataclan, c'était tout le monde mélangé. Ils ont pas, ceux qui étaient assis sur les terrasses de café, c'est tout le monde. Ils ont frappé tout le monde. Et je crois que ça, contrairement à l'événement Charlie, où on commençait à faire la différence, je suis Charlie, je suis pas Charlie, on a tué les méchants, enfin... où les gens pouvaient ne pas se sentir concernés. C'est pas le cas, là. C'est tout le monde. Et le message est envoyé à tous. Et c'est vrai, c'est l'histoire de soumission, machin. Et au moins, puisque tout le monde est frappé,
Je crois que ceux qui ont de la colère, il faut reconnaître, etc., il ne faut quand même pas s'y soumettre non plus à cette colère, parce qu'elle n'est pas tout à fait justifiée. La colère, c'est vis-à-vis des terroristes qui sont les ennemis de l'humanité tout entière, et là, ils ne font pas de différence. Et je suis même contente qu'ils aient fait ça cette fois-ci, que tout le monde comprenne qu'il n'y a rien à accepter, ni à justifier, ni à expliquer. C'est juste du rejet global qu'il faut. Parce qu'ils s'en prennent à tout le monde. Là, oui, parce qu'évidemment, ils habillent, il y a de l'habillage des fois, ceux-là, etc. Mais ce sont des gens qui sont foncièrement anti-humanistes. Donc, on ne peut pas accepter ça. Et il ne faut pas que les gens tombent dans la... Et moi, je suis très inquiète en France, parce que les politiques, ils aiment beaucoup les attitudes martiales, nous allons ceci, etc. Mais... qu'on ait un langage, je crois que ce n'est pas le langage approprié. Bien sûr, sous le choc, il faut arrêter état d'urgence si on veut, parce que les gens ont besoin de quelque chose de ce genre-là dans les médias. Mais le langage, l'attitude sur la durée, ce n'est pas ça. Et on a vu, chaque fois qu'on a eu toutes ces grandes attitudes avec les claquements de... Bon, on n'a pas vu d'effet particulier. Il y a Charlie, mais avant Charlie, il y a eu d'autres choses, etc. On se retrouve à avoir à peu près le même débat que tout le temps. Oui, il y a un travail pédagogique considérable à faire. Il faut, dans ce pays, enseigner le fait religieux. Il faut dire que le Pentateuque, les évangiles, la Torah, le Coran, tout ça, c'est pareil, c'est le même livre, c'est la même inspiration. Donc, c'est pas un problème de religion. Et d'ailleurs, on le voit dans le monde entier, ce sont les musulmans qui sont d'abord les premiers visés. Et les pays musulmans, vous avez vu l'Arabie Saoudite, avec la duplicité qu'on lui connaît, elle a condamné. Le Maroc, vous avez vu même le président iranien qui a parlé de crimes contre l'humanité. Les Algériens ont été meurtris pendant une décennie sanglante, des centaines de milliers de morts. Donc les pays musulmans savent que c'est pas au nom de l'islam que ça se fait. Et même le président tunisien qui est venu saluer le président Hollande de la Tunisie, qui a le mérite, le courage d'avoir installé la liberté de conscience dans sa constitution et qui met en place un moteur, qui met en place une expérience qu'il faut soutenir, qu'il faut absolument encourager, parce que aller à l'inverse de ce que veut l'État islamique. Donc il est clair que c'est pas au nom de la religion et qu'il faut enseigner ce fait religieux. Peut-être que cet aspect pédagogique envers nos concitoyens doit démontrer que c'est pas un problème communautaire. Alors, vous le disiez, les pays arabes sont souvent les premiers touchés. 2 capitales ont été attaquées par l'État islamique cette semaine. Paris vendredi, Beyrouth jeudi. Beyrouth où on retrouve l'un des rédacteurs en chef du quotidien francophone L'Orient le Jour. Michel Touma, merci d'être avec nous depuis Beyrouth. Je rappelle que c'est un fief du Hezbollah qui combat en Syrie qui a été ciblé jeudi. Ce double attentat est l'une des attaques les plus meurtrières depuis la fin de la guerre civile. Votre quotidien L'Orient le Jour titrait « La même terreur, les mêmes larmes » en faisant référence aux 2 attaques, celle de Beyrouth, celle de Paris. En quoi sont-elles comparables ? Effectivement, elles sont comparables d'abord parce que les exécutants sont les mêmes. Nous faisons face en France et chez nous au même ennemi, qui est l'État islamique. Et d'où le fait que toute la classe politique, toute tendance, toute communauté confondue a condamné dans les termes les plus fermes, c'est l'attentat de Beyrouth et l'attentat de Paris. Ça, c'est donc le premier point commun. Le deuxième point commun, c'est que ce qui s'est produit dans la banlieue sud à Beyrouth est semblable sur le plan du mode opératoire aux attentats de Paris. En ce sens que 2 kamikazes se sont fait exploser au sein du fief du Hezbollah. Et il est apparu qu'il y avait encore au moins 3 autres kamikazes qui devaient se faire exploser en d'autres points du fief du Hezbollah. Donc nous nous retrouvons un peu dans le même scénario dont Paris a été le théâtre en plein fief du Hezbollah. Alors la différence, c'est que le Liban a une frontière en commun avec la Syrie. Quelle est l'implantation de l'État islamique au Liban aujourd'hui ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est 2 choses d'abord. Le Liban a accueilli plus d'1 million de réfugiés syriens. Donc, parmi cette masse de réfugiés syriens, il est évident que l'État islamique, et un peu ce qui s'est produit en Europe, a dû faire passer parmi ces réfugiés syriens d'importants groupes de terroristes qui travaillent pour le compte de l'État islamique. Donc l'État islamique est présent au Liban
au sein des milieux de réfugiés syriens, et non pas dans les milieux libanais. Le tissu social libanais, et ça c'est le deuxième point qu'il faut comprendre et qu'il faut savoir. Le tissu social libanais, toute communauté confondue, aussi bien la communauté sunnite que évidemment des autres communautés, mais surtout la communauté sunnite, est imperméable à un phénomène comme Daesh ou l'État islamique. Sur le plan de l'idéologie, sur le plan des méthodes d'action, sur le plan du comportement, les Libanais et surtout les milieux sunnites ne sont pas du tout réceptifs à un phénomène comme celui de Daesh. Donc l'État islamique n'est présent au Liban que dans les milieux de réfugiés syriens, d'où le fait que les services de renseignement et les services de sécurité libanais sont extrêmement vigilants et se montrent très souvent très efficaces pour essayer d'arrêter ou de stopper des actes terroristes comme ceux qui se sont produits dans la banlieue sud ou bien comme ceux qui se sont produits également à Paris. Merci Michel Touma d'avoir été en direct avec nous de Beyrouth. À très bientôt. Peraski, peut-être une réaction ? Oui, c'est vrai que depuis 48 heures, on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux cette critique que le monde entier s'est ému pour les attentats de Paris et qu'on a largement ignoré celui de Beyrouth. On n'a pas vu de monument à travers le monde avec le cèdre libanais, alors que, vous l'avez dit, les lumières tricolores se sont allumées un peu partout dans le monde. Et je crois que c'est un vrai phénomène qui devrait nous interroger sur les différences de perception, sur l'identification. C'est vrai que quand on est à New York ou à Sydney ou à Tokyo, on s'identifie avec un jeune qui va à un concert de rock à Paris parce qu'on a passé des vacances à Paris, qu'on rêve d'y aller, que Paris c'est une ville-monde effectivement, alors que le quartier pro-Hezbollah de Beyrouth n'inspire évidemment pas le même sentiment d'identification et donc de compassion. Et ça, en même temps, ce sont des attentats qui sont de même nature, ça a été dit, de même auteur, et sans doute les jeunes qui sont morts à Beyrouth sont les mêmes que ceux de Paris. Donc il y a un vrai problème et je pense que ça devrait nous faire réfléchir parce qu'on ne battra pas une menace aussi forte que celle-là en ignorant une partie du monde, en restant dans un entre-soi occidental confortable, mais en comprenant aussi comment le monde a changé, comment notre place dans le monde a changé. C'est une dimension importante et je pense que cette compassion à géométrie variable, elle doit cesser et elle doit en tout cas nous faire réfléchir sur les problèmes de ce monde aujourd'hui. Peraski a absolument raison. C'est un espèce de deux poids, deux mesures qui est ressenti dans leur chair par les populations musulmanes. Et si, à l'occasion de ce qui se passe aujourd'hui, si la France se saisit de ça, elle va passer au-dessus des dirigeants de ces pays-là, qui sont en général des dirigeants autoritaires ou dictatoriaux. Elle peut faire une jonction avec ces populations musulmanes qui ressentent cette espèce de deux poids, deux mesures où on condamne d'un côté, on ne condamne pas de l'autre. Et la dernière chose, pour souligner que le Liban est un des 3 pays laïques au monde, avec le Mexique et la France, et que cette exception libanaise, il faut la préserver. Regardez un peu dans ces régions, les minorités chrétiennes, yazidis, etc., sont exterminés, marginalisés, déplacés. Et l'expérience libanaise, il faut la sauver. Alors concernant, c'est vrai, cet attentat du Hezbollah, c'est vrai que le Hezbollah est partie prenante, en tout cas aux côtés de Bachar el-Assad, avec les troupes iraniennes aussi. C'est aussi un règlement de compte et une bagarre entre eux. Bon, mais ça ne diminue en rien l'horreur et la perception de l'horreur et les victimes innocentes qui ont payé de leur vie. Mais ça, c'est aussi sujet à réflexion et je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors je vous propose de voir peut-être Richard Verlet, je vais vous donner la parole, mais je vous propose qu'on lance en images déjà des unes du monde entier, puisque je crois que ça répond bien à ce que vous disiez tous les deux. Des unes du monde entier qui sont évidemment sur Paris, qui n'étaient pas sur Beyrouth auparavant, mais qui dénoncent toute la même chose. Richard Verlet. Oui, moi je ne serais pas aussi véhément sur la différenciation et sur le risque et le problème que constitue la différenciation de traitement, parce qu'après tout, ce qui vaut pour le terrorisme vaut pour beaucoup d'autres sujets. Quelque chose qui se passe à Paris est beaucoup plus visible que quelque chose qui se passe à Beyrouth. Donc je crois qu'il faut effectivement toujours veiller à avoir une appréciation globale des phénomènes, mais la réalité c'est que certaines capitales attirent plus la lumière que d'autres, c'est comme ça que le monde est fait. Par contre, le point très important, c'est que si nous sommes en guerre, et je tiens à maintenir le « si »,
si nous sommes en guerre, cette guerre, pour la gagner, il faudra des alliés. Et que les alliés, ça ne peut pas être seulement les pays occidentaux. Et que là, il y a clairement, si véritablement c'est une guerre qui doit être menée et gagnée contre Daesh, il est évident que des pays comme le Liban et toute cette région, elle est partie prenante de ce conflit à tous égards, et on le sait bien. Donc l'erreur, c'est de croire que la France seule et l'Occident seul peut remporter cette guerre, parce que ce qui est en train de se prouver prouve bien que pour l'instant, elle n'a pas été remportée. Je rebondis sur ce que vous dites, Richard Verly, puisqu'on va partir maintenant aux États-Unis, à New York même, une ville elle-même touchée par le terrorisme, on s'en souvient tous, en septembre 2001. Stéphane Bussard, merci d'être avec nous depuis New York. Vous êtes le correspondant du quotidien suisse Le Temps sur place. Merci beaucoup. Barack Obama a été l'un des premiers à exprimer dès vendredi soir son soutien à la France, avant même François Hollande. Va-t-il aujourd'hui changer de stratégie contre le groupe État islamique en coopération avec la Russie ? Alors voilà, écoutez, oui, c'est effectivement, Barack Obama a eu des propos vendredi un peu malheureux sur la chaîne ABC en disant que l'État islamique était contenu en Irak et en Syrie. Et Barack Obama, en venant soutenir François Hollande le premier comme ça, a montré qu'effectivement là, il y avait une nécessité de changer de stratégie, que la menace de l'État islamique n'était plus régionale mais internationale. Et d'ailleurs, je pense que dans les faits, Barack Obama et son administration avaient déjà réalisé ça puisqu'ils opéraient des frappes aériennes en Libye. Alors aujourd'hui, en termes de stratégie, je pense qu'effectivement, il y a une convergence peut-être d'intérêts maintenant qu'on n'avait peut-être pas avant entre la Russie et les États-Unis, puisque la Russie a été fortement touchée par ce qui semble être un attentat, donc l'avion au-dessus du Sinaï. Et je dirais que, comme le disait mon collègue Richard Verly, je pense que les États-Unis ne vont pas vouloir envoyer massivement des troupes américaines et terrestres en Irak pour s'enliser une nouvelle fois après l'invasion d'Irak de 2003. Je pense qu'ils vont chercher à intensifier les coopérations avec la Russie, peut-être avec l'Iran, ça sera assez difficile, et bien entendu avec d'autres pays arabes. Alors les attentats de Paris se sont imposés également dans les primaires américaines. Les candidats républicains à la Maison-Blanche ont déjà rebondi sur le fait que des terroristes présumés s'étaient infiltrés dans le flux de réfugiés en Grèce. Conclusion, ils estiment que les États-Unis doivent refuser tout réfugié syrien. Stéphane. Voilà, ça c'est typiquement le genre de nouvelle qui rebondit très fortement aux États-Unis, parce qu'on sait que les États-Unis sont en pleine campagne électorale et que l'immigration y est un thème explosif. Et effectivement, la commentatrice conservatrice Ann Coulter disait déjà vendredi soir que Donald Trump avait déjà gagné l'élection présidentielle de 2016 en raison de son discours très, très anti-immigration. Et déjà d'ailleurs même au Congrès, un représentant de la Chambre, un membre de la Chambre des représentants, Duncan Hunter de Californie, continue de croire qu'il y a des infiltrations de militants de ISIS, donc de l'État islamique, par la frontière mexicaine. Et effectivement, ce week-end encore, celui qui est encore en tête maintenant des sondages dans certains États, Ben Carson, qui est aussi un candidat anti-establishment, dit qu'il faut absolument refuser tout réfugié du Moyen-Orient et de Syrie, alors qu'on sait qu'aux États-Unis, les réfugiés syriens n'ont été que 1800 l'année dernière et que l'administration Obama serait prête à en accepter 10 000, sachant que leurs procédures d'immigration sont extrêmement compliquées. Donc on voit que la question des réfugiés syriens aux États-Unis va encore rebondir très fortement dans la campagne électorale. Merci beaucoup Stéphane Bussard, vous étiez en direct avec nous de New York. Bon dimanche à vous. Je me tourne vers vous, Marie-Roger Biloa, pour deux raisons. D'abord parce que je vous ai vu lever les yeux au ciel, et puis aussi parce que vous étiez, vous, au sommet Europe-Afrique de Malte. Vous êtes rentré samedi. Ouais. Quand vous entendez ça, on va parler de sécurité après, de Syrie, etc., mais quand vous entendez ça sur la question d'immigration, comment vous réagissez ? Je réagis en disant c'est pas la bonne attitude, c'est-à-dire ce genre de crispation en disant on ferme les frontières et l'Europe forteresse, là c'est pas l'Europe, on parle des États-Unis, c'est de dire voilà on n'accueille plus personne. C'est oublier que avant la crise des réfugiés il y avait des terroristes
C'était là, ils arrivent toujours à rentrer, ils sont des spécialistes des faux passeports, des filières clandestines, donc ils n'ont pas attendu après la crise des réfugiés pour ça. Mais je suis consciente, évidemment, que ça ne va pas faciliter les choses pour Angela Merkel, qui en a accueilli beaucoup et qui compte en accueillir probablement plus d'1 million. Ça ne va pas faciliter les choses, mais je pense globalement, profondément que les attitudes très, très sécuritaires, même si actuellement on se dit comment ça se fait qu'ils aient pu entrer au Bataclan comme ça, faire un carton. C'est vrai que c'est la première réaction. Mais sur le long terme, pour vraiment régler cette crise, il faut plus d'ouverture, plus de dialogue. Ça fait bizarre de dire ça au moment où les gens sont très en colère. Mais c'est plutôt vers là qu'il faut aller. Il ne faut pas avoir des discours aussi radicaux en disant on n'accueille plus personne, puisque les Syriens, les pauvres Syriens, c'est des victimes avant tout. Tous ceux qui partaient, ce n'était pas de gaieté de cœur, ils sont obligés de partir de chez eux. Et de dire les Syriens de manière générale, parce qu'il y a un passeport d'abord, on ne sait pas si c'est un passeport volé ou pas, parce qu'effectivement ça c'est gênant, mais on ne sait pas exactement d'où ça vient, mais globalement, même s'il y avait eu un terroriste syrien, l'attitude consiste à demander aux responsables d'avoir un peu plus, j'allais dire, de douceur dans leur cœur, de se mettre à la place des autres, d'essayer de comprendre. C'est un discours, je sais, qui a l'air surréaliste, douceur dans le cœur. Mais sinon, ça ne peut pas. Sinon, juste avec des armes, on n'y arrivera pas. On a essayé jusqu'à maintenant. On se souvient tous de George Bush avec sa War on Terror, la guerre de la terreur et tous les Alors, coups de poing sur la table. Marie-Roger, votre appel à la bienveillance. Le fait est que l'autre point qu'on abordait avec Stéphane Bussard, c'était celui de l'intervention en Syrie. Que vont faire les États-Unis ? Que va faire la France ? Est-ce qu'on risque maintenant d'avoir une intensification des frappes en Syrie ou au contraire, est-ce que tout le monde va se mettre un peu en retrait le temps de réfléchir ? Un point juste avant. N'oublions pas non plus que dans le passé, et peut-être ça arrivera à nouveau, l'Europe a aussi produit des terroristes. Vous citiez tout à l'heure les terroristes nord-irlandais. Il y a eu aussi des Européens terroristes qui ont fait des victimes civiles. Donc identifier aujourd'hui systématiquement le terrorisme à l'islamisme, c'est oublier que l'Europe, pour des raisons qu'on connaît, de fracture sociale, de combat politique, de subversion, de manipulation, a produit des terroristes. Sur le conflit, personnellement, moi, je trouve que peut-être il y aura sans doute des plus de frappes, parce qu'il faut, dans le discours, dans la rhétorique, plus de frappes. Quel est l'effet aujourd'hui des frappes ? Il y a, semble-t-il, on a contenu dans un périmètre donné l'État islamique, et c'est encore à voir, mais il semble que ce soit le cas. Cela dit, le terrorisme ne se résoudra pas avec des frappes. Le fait est que François Hollande a pris la décision pour la France de s'engager en Syrie. C'était pas les plus spectaculaires, disons. Les Russes sont beaucoup plus intervenus. Quelle va être sa réaction ? D'abord, il faut voir le contexte dans lequel tout ça se passe. On a effectivement depuis quelques semaines l'entrée en lice de la Russie de manière forte. La Russie a toujours été présente, mais elle a commencé à intervenir avec des frappes aériennes et des conseillers militaires. Et il y a eu cette initiative politique du processus de Vienne qui a commencé avec pour la première fois l'Iran autour de la table. Et là, on a oui, tout à fait. On a une situation où en gros les Occidentaux ont une posture morale. François Hollande dit Assad et Daesh sont les deux faces de la même pièce, etc. Et de l'autre côté, on a une situation qui est en tout cas plus lisible, qui est de dire ok, l'ennemi c'est Daesh, Assad c'est peut-être pas un ange, mais en tout cas c'est l'État syrien, on va s'appuyer sur lui pour écraser Daesh. Et je crains qu'aujourd'hui ce soit la position qui l'emporte, parce qu'il y a eu les attentats de Paris, parce qu'il y a une absence d'alternative véritablement claire sur la table. Toute la stratégie depuis des années d'armer des rebelles dits modérés, d'organiser une alternative à ces deux pôles, le pôle djihadiste et le pôle du pouvoir syrien, ont échoué. Et Obama a fait la preuve depuis 2 ans de son incapacité finalement à s'engager. Pour des bonnes et des mauvaises raisons. La bonne, c'est, comme disait Richard, c'est de ne pas vouloir s'embourber dans un nouveau conflit moyen-oriental et de laisser à ses successeurs ou à sa
Hillary Clinton, pour ne pas la nommer, une autre guerre moyen-orientale. Donc ça, c'est la bonne raison. La mauvaise, c'est qu'il n'a pas été capable de définir une véritable stratégie vis-à-vis de la Syrie. Il y a un autre pays où la question se pose sur l'intervention en Irak et en Syrie, c'est le Canada, où on part tout de suite retrouver notre correspondante Catherine François. Merci Catherine d'être avec nous. Le Canada, c'est un pays qui a été touché par le terrorisme djihadiste. On se souvient de la fusillade d'Ottawa l'année dernière. Le Premier ministre, votre nouveau Premier ministre, a dit qu'il se désengagerait de Syrie et d'Irak. Est-ce que ça peut changer maintenant, après ces attaques à Paris ? Alors, c'est toutes les questions et c'est la question qu'on se pose effectivement parce que je vous rappelle donc au lendemain de son élection, Justin Trudeau a téléphoné à Barack Obama pour lui dire que le Canada allait se désengager des frappes aériennes qui sont menées contre les positions du groupe armé État islamique en Syrie et en Irak. Et actuellement, il y a 6 avions canadiens qui participent à ces frappes aériennes, et ce depuis plus d'1 an. Alors, la question lui a évidemment été posée, vous pensez bien, alors il s'envolait pour le G20 qui vient de commencer en Turquie, et on lui a demandé, est-ce que vous allez revenir sur cette décision en fonction de ces événements tragiques qui viennent de survenir à Paris? Et pour l'instant, le nouveau gouvernement canadien, le nouveau Premier ministre maintiennent leur position, c'est-à-dire qu'a priori, effectivement, le Canada ne va plus participer à ces frappes aériennes. Par contre, le Canada reste au sein de la coalition et il change juste en tant que tel sa mission. C'est-à-dire que ce que dit le nouveau gouvernement canadien, c'est qu'ils veulent former les troupes qui combattent les militants de Daesh sur le terrain en Syrie et en Irak, et également renforcer l'aide humanitaire. Au-delà de tout ça, il y a aussi toute la question effectivement des réfugiés, puisque le nouveau Premier ministre canadien, Justin Trudeau, c'était une de ses promesses électorales, veut faire arriver au Canada 25 000 réfugiés syriens d'ici la fin de l'année. Alors, toute une série d'opérations sont en train de se mettre en place ici au pays, justement pour accueillir ces réfugiés. Et évidemment, toute la question de la sécurité se pose évidemment par rapport à ces réfugiés-là, puisqu'on vient de le voir, un des terroristes serait passé justement par la Grèce avec un passeport syrien. Donc, le gouvernement canadien dit qu'il va faire tout le nécessaire pour que l'arrivée de ces 25 000 réfugiés syriens d'ici la fin de l'année se fasse d'une manière sécuritaire, c'est-à-dire que ça ne pose aucune menace ici au Canada pour la sécurité des Canadiens, parce que vous pensez bien que, évidemment, tout le monde se pose aussi la question ici. En fait, plus personne ne se sent en sécurité nulle part, il faut bien le reconnaître. Après ce qu'on vient de voir à Paris. Et donc, évidemment, au Canada aussi, il y a cette inquiétude qu'on peut se faire frapper n'importe où, n'importe comment, comme ça, dans les villes, ici à Montréal, à Toronto, à Vancouver, peu importe. Mais la menace, elle est présente ici également. Merci Catherine d'avoir été avec nous en ce dimanche. Merci beaucoup. Marie-Roger, vous vouliez réagir? Oui, c'est très intéressant. Je voulais réagir à ce qu'a dit Pierre concernant Barack Obama. C'est très intéressant parce que Barack Obama, en arrivant, a dit on ne va plus intervenir n'importe comment dans les pays, en Afghanistan, en Irak, tout ça, ça a été un échec. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu se retirer, etc. Mais sa politique a consisté uniquement à vouloir se retirer. Il n'a pas fait quelque chose de plus constructif que ça. C'est-à-dire, on n'a pas le choix qu'entre faire la guerre ou ne pas faire la guerre. Il y a aussi toutes sortes de mesures au milieu, puisque ce mal est enraciné dans des sociétés humaines. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça le problème, c'est que j'essaie de dire que toute l'approche ne peut pas être que militaire ou pas militaire. Il y a les États-Unis, Barack Obama, lorsqu'il est arrivé, il y avait beaucoup d'espoir qu'il ait un véritable dialogue, parce qu'il faut aussi comprendre. Je sais que le terrorisme est irréductible. À un moment donné, il n'y a rien à comprendre. Mais il y a une partie quand même où il faut se mettre à la place des gens, essayer d'engager un dialogue et se mettre à leur place. Et je crois que ça, c'est un exemple que ça ne suffit pas.
Oui, concernant là, un petit peu la position américaine, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. On sait très bien que Ben Laden est un agent de la CIA. On sait très bien que Daesh a été créé par les Américains. C'est Hillary Clinton qui le dit dans son livre. On sait très bien que les Américains ont dépecé la région. Donc en amont, Attention quand même, parce que là, Ben Laden, espion de la CIA, Daesh créé par les États-Unis, je crois que cette région a été dépecée. On a voulu faire le grand Moyen-Orient, le grand Maghreb. On a détruit l'Irak, on a détruit la Syrie, on a détruit la Libye, et aujourd'hui on récolte évidemment des choses. Donc il y a l'urgence effectivement qui est d'éradiquer le terrorisme, ça c'est clair, c'est l'urgence des urgences, mais on ne peut pas s'absoudre de cette région où il y a des dictatures, où on entretient des dictateurs, où les droits de l'homme sont piétinés, où les peuples souffrent. Donc, si on n'a pas aussi cette réflexion en amont, tout le monde sait qu'on parle de Barack Obama, on sait très bien qu'il a très peu de marge de manœuvre, que c'est le Congrès qui décide. La dernière fois, il a été humilié lorsque Netanyahou est venu faire son discours devant le Congrès, alors qu'il avait pratiquement ignoré Barack Obama. C'est Ali Burton qui exploite les puits de pétrole. On sait très bien que Dick Cheney anime une des plus grosses forces réactionnaires aux États-Unis et qui sont en train de dépecer la région. Alors quand on dit oui, vous savez, ça me rappelle un peu c'est les vieux démons des États-Unis. À l'époque, ils n'aimaient pas les communistes, ils n'aimaient pas la tuberculose. Rappelez-vous le film des Immigrants. Alors, on dit voilà, ils ont la tuberculose, c'est des communistes en puissance, des immigrés. Au moins, le Premier ministre canadien a eu le courage de dire nous sommes tous des immigrés, seule la date d'arrivée change. Il a eu au moins ce courage. Oui, alors, sur cette présentation que personnellement je trouve caricaturale, les États-Unis ont fait dans le passé, récemment, et ils feront dans l'avenir, d'énormes bévues. Et parce que c'est les États-Unis et qu'ils ont la puissance des États-Unis, ces bévues sont dimension XXL et elles causent des dommages, souvent irréparables. De là à dire, parce que c'est ce que vous avez dit, que les États-Unis manipulent, c'est-à-dire ont le dessein de détruire, je crois qu'il faut personnellement se garder. On est quand même dans une situation où quelquefois des décisions sont prises et ne sont plus maîtrisées. C'est l'exploitation des puits de pétrole et les ventes d'armes. C'est un business juteux, et en particulier aussi Daesh exploite Mossoul, il exploite les puits de pétrole. Ça passe par des vendeurs d'armes, ça passe par des revendeurs de pétrole. Voilà, je veux dire qu'il y a aussi une hypocrisie ambiante. Je ne suis pas persuadé que les vendeurs d'armes soient tous américains. Je ne suis pas persuadé que les vendeurs d'armes soient tous américains. Je voudrais quand même rappeler que la France et le gouvernement français étaient récemment très heureux de vendre des rafales à l'Égypte, d'avoir des contrats d'armement énormes avec l'Arabie Saoudite. Donc, oui, les Américains commettent des dommages irréparables, les autres pays aussi, mais il y a également une espèce de dynamique de l'histoire qui fait que quelquefois des décisions que vous avez prises à un moment X produisent des résultats à un moment Y que vous n'aviez pas prévus. Alors pour les départager, Pierre Aski, parce que j'aimerais qu'on revienne en France après ça. Oui, moi je voulais rajouter un petit élément par rapport à cette histoire. C'est effectivement sur la genèse de Daesh et sur le fait que des gens comme l'Arabie Saoudite ont peut-être joué avec le feu, que Assad lui-même était trop content de faire émerger une force qui pourrait contrer ses ennemis, etc. Et qu'aujourd'hui, c'est comme Frankenstein, c'est devenu un monstre que plus personne ne contrôle et qui a son propre agenda. Et ça, c'est le piège de l'histoire. On le voit bien, et Ben Laden, c'était l'histoire précédente, qui effectivement a été un instrument de la CIA au moment de la guerre contre les Soviétiques en Afghanistan. Il était un des conduits des subsides américains pour embêter les Soviétiques en Afghanistan, et qui s'est transformé lui-même en chef d'une chapelle, j'allais dire, en tout cas d'un mouvement qui s'est retourné contre ceux qui l'avaient alimenté au début. Donc si on prend un peu le temps long de l'histoire, on se retrouve dans ces paradoxes extraordinaires qui sont terriblement difficiles à gérer. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, on est dans une position en France où le gouvernement doit à la fois rassurer, d'où les postures martiales dont parlait Marie-Roger tout à l'heure, qui sont à la fois nécessaires et qui sont dangereuses parce qu'elles alimentent l'idée qu'on va l'emporter uniquement par des mesures sécuritaires. Absolument. Sans se poser la question ni de notre stratégie au Moyen-Orient, c'est-à-dire comment on va éradiquer ce groupe, puisqu'il faut remonter à la racine, comme le disait Nasser tout à l'heure, ni comment on va régler les problèmes internes de la France. Pourquoi y a-t-il des milliers de Français aujourd'hui à Daesh? Mais c'est le même problème en Belgique,
Belgique, en Angleterre ou ailleurs. Mais pourquoi une partie de la jeunesse née et qui est passée par l'école républicaine, etc., trouve aujourd'hui un produit d'appel qui les attire dans ce groupe. Et ça, ce sont ces deux défis qui s'offrent à nous et qui ne sont pas de l'ordre de la sécurité. Alors, je voudrais qu'on termine, parce qu'on arrive presque au terme de cette émission, avec une question. J'aimerais qu'on termine sur cette question. Dans quel type de société va vivre la France ? Est-ce qu'il est trop tôt pour le dire ? Est-ce que vous en avez déjà une idée ou une perception ? Peut-être Nasser. Oui, moi je crois très fort à ceux qui se sentent français. Je crois très fort au patriotisme des valeurs. Je ne crois pas beaucoup au nationalisme. Je crois à la Révolution française. Je crois à Jaurès. Je crois au groupe Manoukian. Je crois au mouvement à Stéphane Hessel. Je crois à tout ça. Je pense que cette France, elle est forte. Et ce qui nous menace, effectivement, c'est la fracture. L'extrême droite dans ce pays a une longue tradition. Maurras, Doriot, l'OAS, les attentats contre De Gaulle. C'est un courant politique qui a toujours existé, qui surfe sur l'ignorance la plupart du temps, qui connaît rien. Donc, il surfe sur les peurs. Et je pense que moi, j'ai confiance en la République. Il y a il y a un socle, notamment à travers la laïcité, et moi, j'ai pas peur. Moi, franchement, la République, j'ai confiance en elle, et je pense qu'elle peut réunir, et notamment, pour revenir sur ce que dit Pierre Aski, sur ces jeunes qui partent. C'est très bien expliqué dans un livre que je vous conseille, qui s'appelle Le complexe de Suez, qui vient de sortir. C'est magnifique. Ils sont pas de façon instantanée djihadistes. Ce sont des gens qui ont envie de s'engager, et à un moment donné, ils trouvent quelque chose. Mais ils n'ont rien de religieux, et je crois que c'est une vraie question qui est posée à la jeunesse française. Marie-Roger. Oui, j'ai beaucoup réfléchi à ça, comme beaucoup de gens, en me disant, depuis qu'on combat le terrorisme, est-ce qu'on connaît des exemples de lutte contre le terrorisme qui ont fonctionné ? J'ai pensé à l'exemple allemand, avec les RAF, les Rote Armee Fraktion, avec la bande Abadère, et qui ont quand même causé des dégâts pendant longtemps en Allemagne. Et quelqu'un me disait, c'est une génération qui a disparu. Je crois que non, c'est pas seulement ça. C'est-à-dire qu'ils avaient un certain nombre de revendications que la société allemande a regardées en face. Même ça leur faisait mal. Et on s'y est attaqué. Il y avait la partie sécuritaire, là, les Allemands sont implacables, on les a eus. Bon. Mais aussi, il y a eu un vaste débat très ouvert avec la vraie volonté d'agir. Pas seulement comme lorsqu'on est ému, on dit des choses après, quand l'émotion est retombée, on n'en parle plus. Donc si on est conséquent aujourd'hui, on se dit, on reconnaît lucidement ce qu'il y a à faire et qu'on le fait, mais il n'y a pas de raison que... les choses ne s'arrêtent. Un très beau film, Les années de plomb, justement, voilà. Où les Allemands regardent leur société en face dans Les années de plomb. C'est magnifique. Quelle société française ? Écoutez, on a raté le rendez-vous après Charlie. Oui. Il y a eu ce moment un peu magique du 11 janvier où tout le monde a cru que la France unie était enfin décidée à agir de concert. On s'est rendu compte que c'était pas vrai et on n'a pas su transformer cet essai. Là, on a de nouveau une situation où on doit s'interroger et donc agir pour renouer cette cohésion nationale et empêcher le piège dont on parlait tout à l'heure, de cette fracture basée sur tout ce discours religieux et confessionnel qui est artificiel. Richard Verly, pour Oui, deux mots. Je ne pense pas que la société française va changer. Je ne pense pas qu'elle doit changer, surtout pas sous la pression de ces événements. Deux mots, lucidité et courage. Lucidité, c'est reconnaître les situations, les fractures, quelque chose dont on n'a pas parlé, l'héritage douloureux et toujours extrêmement difficile de la guerre d'Algérie, par exemple, et qu'il faut avoir le courage de regarder en face. Courage aussi, alors on est dans un domaine, ça surprendra peut-être d'en parler ici, mais l'économie française ne va pas bien, il y a un problème de chômage énorme, il faut s'attaquer à ça, parce qu'à un moment donné, s'il y a produit d'appel de Daesh, c'est aussi parce qu'il y a dépression, manque de possibilités, manque d'opportunités. Et simplement pour dire qu'une des insuffisances de l'après-Charlie, à mon avis, c'était de générer un petit peu les théories du complot, etc., de dire qu'il y avait plusieurs camps. Et moi, je pense qu'après ce qui s'est passé à Paris, il faut dire qu'il n'y a qu'un seul camp, c'est celui de la République. Voilà. Ce sera le mot de la fin ici. Et je vous propose de terminer en dessin, puisque parfois les dessins valent mieux que 1000 mots. La semaine de Dilemme, Dilemme qui est exclusivement sur ces attaques à Paris. On va les découvrir ensemble. Avec tout d'abord ce djihadiste qui, malgré son carnage, se trouve face à une Marianne ensanglantée, mais debout, un drapeau français à la main. Puis le groupe État islamique, on l'a dit, a revendiqué ces attaques, représentées ici par une tour Eiffel.
une tour Eiffel d'acier qu'on ne scie pas avec un couteau. Et puis une tour Eiffel aussi dans une boule à neige criblée de balles. Les djihadistes, vous allez le voir d'après Dilemme vendredi soir, ont éteint la ville Lumière. On va voir le dessin suivant, le voilà. La ville Lumière qui brille pourtant encore pour l'heure à la lueur des bougies qu'allument les Parisiens sur les lieux des attentats et à leurs fenêtres. Voilà, et on se termine sur ce dessin. Merci à vous quatre d'être venus, merci à vous qui nous regardez, à la semaine prochaine.